Salut à tous, c'est RM. Il s'est passé deux choses très importantes cette semaine. Déjà, j'ai fini le Nintendo Direct, mais ça c'est un point de détail. Deuxièmement, et plus important, j'ai surtout fini Donkey Kong Bonanza. Et là je peux le dire, le lancement de la Switch 2 est sauvé. À la base j'avais prévu d'appeler cette vidéo décevant ce lancement, mais ça aurait été quelque chose de très personnel, parce que dans les faits, un lancement de console c'est rarement foufou, et celui de la Switch 2, entre les jeux qui sortent que sur Switch 2, pas sur Switch 1, les vraies exclusivités Nintendo de la Switch 2 et la rétrocompatibilité boostée, il y a largement de quoi s'éclater sur cette machine pour ce premier mois. Mais moi il a fallu attendre Donkey Kong Bonanza pour que j'ai un petit déclic. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un petit bilan de tout ce à quoi j'avais pu jouer, revenir sur des choses que j'ai déjà présentées dans des vidéos précédentes. Donc on va faire jeu par jeu, mais ce ne sera pas des critiques. L'idée c'est de partager avec vous quelques réflexions que j'ai eues suite à des sessions sur différents jeux. Par exemple, dans ma vidéo pourquoi j'ai acheté une Nintendo Switch 2, j'ai eu pas mal de retours sur mon avis concernant Welcome Tour. Bien que j'ai précisé que j'aurais bien aimé que le jeu soit gratuit, parce que je reste un rat comme vous, et dès qu'il y a des trucs gratuits, moi je suis content, je trouvais que c'était un procès pas forcément très intéressant d'aller râler sur internet que Welcome Tour était payant à 10€, qu'il aurait dû être gratuit. Moi je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut taper sur les doigts de Nintendo et mettre ça en évidence pour comparer au Nintendo précédent qui, soi-disant, serait plus généreux parce qu'il aurait offert Wii Sports à l'époque de la Wii. Je trouve que c'est oublier les pratiques encore moins amicales que Nintendo avait dans le passé. Et étonnamment, malgré les montées de prix et certaines décisions, je trouve que Nintendo sont beaucoup plus propres aujourd'hui qu'ils ne l'ont été dans le passé. Et pour revenir sur cet exemple de la Wii Sports, je comprends pas qu'on me le sorte encore. Qu'est-ce qui vous fait dire que Wii Sports était gratuit avec la Wii, ceux qui m'ont mis ce commentaire là? Parce que c'est pas qu'un jeu est inclus dans un bundle, bah qu'il est gratuit. Je vous rappelle qu'une Wii c'est une GameCube repackagée, elle est pas beaucoup plus puissante qu'une GameCube, en termes de composants c'est à peu près la même chose. Il y a effectivement des fonctionnalités online, il y a la manette à détection de mouvement, mais je vous rappelle que pendant plusieurs années, la GameCube était vendue 99€. Donc le prix logique qu'on pourrait s'attendre pour une Wii, bah ça aurait été 199, genre 200 balles la Wii. Et elle était vendue chez nous 250 avec Wii Sports. Mais plus intéressant, si on va voir du côté du Japon, qui eux ont un petit peu moins l'habitude de faire des bundles avec un jeu, la Wii, alors c'est un peu compliqué parce que c'est une autre monnaie et avec l'inflation et tout, bon c'est dur de comparer ça au taux de change actuel, mais c'était environ l'équivalent de 180€, une Wii seule au Japon. Parce qu'au Japon, elle n'était pas vendue avec Wii Sports. Donc vu qu'au Japon c'était toujours un petit peu moins cher, on peut dire que bon allez, 180, ça aurait pu être converti en 200€ chez nous. Donc une Wii à 200€, nous on l'a eu à 250 avec Wii Sports imposé. Qu'est-ce qui vous fait dire que Wii Sports est gratuit? Vous l'avez juste payé. Vous n'avez pas eu le choix que de le payer. Donc je me dis effectivement, avec certains fans aussi débiles, Nintendo a fait un mauvais move. Ils auraient dû, plutôt que de vendre la Switch 2 170€, ils auraient dû la vendre 480 et faire croire que Welcome Tour était offert. Et l'autre remarque qui revient souvent, c'est le fait « Oh, c'est une notice payante ». Je pense que soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est des gens qui répètent un petit peu bêtement ce qu'ils ont entendu. « Ah, notice payante, donc on va redire la même chose », alors qu'ils n'y ont pas vraiment joué. Je vois pas ce qui vous fait dire que ça, c'est une notice, parce qu'une notice, ça a pour but de t'expliquer comment utiliser un objet. Or, vous n'allez pas me faire croire que parce que vous n'avez pas Welcome Tour, vous savez pas vous servir d'une Switch 2. Ah, je peux pas jouer à Zelda, je peux pas jouer à Donkey Kong parce que j'ai pas Welcome Tour qui m'explique comment fonctionne la console. Non, la notice numérique en quelque sorte, elle est gratuite. C'est quand tu démarres ta Switch 2, on t'explique le fonctionnement des Joy-Con, on t'explique comment brancher la console sur le dock, tout ça. La notice, elle est déjà gratuite. Ce que vous appelez notice, certains d'entre vous, sur Welcome Tour, moi je le vois plutôt comme un making-of, qui me rappelle pas mal Nintendo Labo et cet aspect très pédagogique de l'explication des technologies. Là où une notice,
elle va expliquer comment se servir d'un objet, et ben Welcome Tour, il t'explique comment fonctionne un objet. Et vous voyez les making-of d'un film par exemple, et ben pour ceux qui se souviennent, à l'époque où on achetait des films sur DVD, et ben t'avais une édition un peu classique avec juste le film, dans peut-être deux langues, tu vois. Et après t'avais l'édition limitée, genre l'édition double DVD, où t'avais un DVD bonus avec des interviews, des making-of. Bah, cette version un petit peu plus complete, elle coûtait plus cher. Donc tu le payais d'une certaine façon, ce contenu bonus, ce making-of. Et ce making-of Welcome Tour a l'avantage d'avoir un aspect ludique qui fait très Nintendo et qui vraiment m'a occupé pendant une dizaine d'heures. Donc 10 € la dizaine d'heures, je trouve que c'est un packaging assez honnête, assez propre. Bien sûr que j'aurais aimé que ça soit gratuit. Comme tout, j'aimerais que les jeux sur Switch 2 coûtent 30 € et pas 50. Mais non, à partir d'un moment, faut choisir ses combats. Et Welcome Tour, c'est vraiment pas ma priorité. C'est pas sur ça que je compte rassembler des gens autour d'une cause commune avec YouTube. Ce qui est plus discutable en revanche, là où je pense que vous pourriez vraiment faire le procès de Nintendo, c'est pas d'accuser Welcome Tour d'être une notice payante, mais plutôt d'être une publicité payante. Parce que quand tu vois toutes les fonctionnalités de ta console, que tout est bien décrit, et on t'explique à quel point c'est formidable, à quel point tout est bien designé, ça ressemble beaucoup à de la publicité, comme s'ils se vantaient eux-mêmes. Et tu te dis, bon, pour de la publicité, pour un truc que t'as déjà payé, que t'as déjà acheté ta Switch 2, ça passe encore. Mais là où le jeu vient promouvoir la caméra ou la manette pro qui n'est pas inclus dans le bundle, ça fait vraiment... vous avez vu comment c'est formidable, on va tout vous expliquer. Bon, vous l'avez pas, hein, mais vraiment, c'est génial. Hein. Vous devriez l'acheter. Et à ce compte-là, je me dis, obligé, il y a des gens qui vont avoir envie d'acheter la caméra, mais surtout la manette pro. Welcome Tour, c'est une publicité magnifique pour la manette pro. Et vu le prix auquel elle a affiché cette manette, je pense, voilà, Welcome Tour a entraîné des achats de manettes pro. Et rien que pour ça, effectivement, tu peux avoir l'impression d'avoir un peu payé une publicité. Et ils auraient pu être un peu en mode Nintendo grand seigneur. On sait que on fait ça pour que vous achetiez une manette pro, donc on n'est pas à 10 balles près, on aurait pu vous le donner effectivement. Sur ça, je veux bien entendre les critiques, mais pas sur le fait que ça soit une notice. Et pour en revenir à Mario Kart World, je pense que tout a déjà été dit. Moi-même en vidéo, j'ai abordé le sujet. C'est pas un jeu auquel je joue maintenant. Je ne m'amuse pas trop à cause de la composition des courses, la lenteur générale du jeu. Je comprends l'idée de Nintendo de dire le gimmick c'est le monde ouvert et il faut l'exploiter même en Grand Prix. Je trouve ça dommage. Donc il y a différentes écoles de critiques. Il y en a qui disent il faut juste qu'ils nous laissent faire 3 tours classiques sans les chemins entre chaque course. Moi je pense que si on veut garder cette philosophie de Mario Kart World, le souci c'est surtout d'augmenter la vitesse. Donc moi je suis pas forcément partisan, allez faites-nous des 3 tours à chaque fois, mais juste quitte à nous imposer ce système d'open world, faites que ça soit plus fun, avec peut-être un peu plus d'obstacles, un peu plus de virages, et une vitesse améliorée. Et là, je pense, j'aimerais bien. C'est pour ça que le mode 200cc, pour moi, pourrait résoudre le problème. Mais il faudrait que ça soit quand même bien implémenté. Donc en attendant, je trouve pas beaucoup de plaisir à jouer contre d'autres adversaires sur ce jeu. Et donc pour rentabiliser un petit peu mon achat, je me suis lancé dans le Time Attack. Parce qu'actuellement, c'est le seul mode qui permet d'avoir de manière assurée 3 tours à peu près identiques par course. Et c'est une autre façon d'appréhender le jeu parce que là où Mario Kart World est pas mal aussi, c'est dans ses nouveautés gameplay que tu n'as pas forcément le temps d'approfondir énormément quand tu es chamboulé dans tous les sens par tous tes adversaires. Or là, en Time Attack, tu te bats juste contre la montre et tu peux expérimenter, revenir en arrière, faire des wall jumps, tester quelle est la meilleure combinaison de rebond pour atterrir sur un rail. Et ce côté-là m'a quand même plutôt amusé en écoutant des podcasts ou des trucs en fond. Je me surprenais à recommencer le même circuit pendant genre 2 heures et en grattant à chaque fois une seconde. Donc cet aspect-là de Mario Kart World est pas mal. J'ai pas dosé tous les circuits autant que je le voudrais. J'essaye au moins de battre tous les temps des développeurs. Et sous ce point de vue-là, Mario Kart World m'amuse bien et c'est comme ça qui m'a le plus amusé.
Mais d'un autre côté, j'avais déjà ce type de plaisir sur Mario Kart 8 quand je faisais du time attack. Donc j'attends quand même euh, impatiemment l'arrivée de nouvelles mises à jour pour ce jeu. Je comprends bien le move de le sortir Day One avec la console, et d'ailleurs c'est assez malin de leur part. Beaucoup de gens ont fait le parallèle entre Breath of the Wild et Mario Kart World, parce que c'est un gros jeu ambitieux, Nintendo, open world dès le lancement de la nouvelle console, et vu que Mario Kart c'est la série qui se vend le mieux sur la Switch, bon, c'est cool que ça arrive direct et que ça soit agrémenté de mises à jour au fur et à mesure. Mais moi, le parallèle avec Breath of the Wild, je l'ai pas retrouvé parce que dans ce Mario Kart World, je vois pas le génie de Nintendo encore. J'aime bien le contre-la-montre, mais pour moi, il y a des lacunes qui me font dire que ouais, je suis pas en extase complètement par rapport à ces nouvelles mécaniques. Or, sur Breath of the Wild, c'était ça, mais tout le temps quand je découvrais le jeu. Et là où le lancement m'a réconcilié, bah c'est avec Donkey Kong Bonanza. Il a fallu attendre un peu plus d'un mois pour que ce gros calibre arrive sur la Switch 2, et c'est seulement maintenant que j'ai ressenti le « Ah ok, voilà du gros Nintendo intelligent qui apporte des nouvelles mécaniques qui me plaisent. » Parce que la force, je trouve, de Nintendo, c'est réussir à te sortir un petit peu de certains schémas mentaux. Par exemple, Breath of the Wild, c'était pas instinctif de pouvoir grimper partout. On était habitué, en tout cas moi, à avoir des murs invisibles dans plein de jeux, et notamment aussi dans Zelda. Donc il y a un petit temps d'adaptation de « Ah oui, mais c'est vrai, dans ce jeu, je peux grimper partout. Ah oui, mais c'est vrai, je peux me jeter dans le vide et sortir le paravoile. » Et donc le côté « Ah oui, attends, j'ai toujours joué à des jeux d'une certaine façon. Là, il faut que je m'habitue à l'idée que j'ai d'autres possibilités. » Et bah ça, il n'y a pas tant de jeux que ça qui arrivent à le faire. Et la force de Donkey Kong Bonanza, bah c'est ça. Je me dis « Ah oui, c'est vrai, je peux grimper partout, il n'y a pas de jauge d'endurance. Ah oui, c'est vrai, en fait, je peux creuser dans la pierre n'importe où. » Et creuser partout, faire des trous pour accéder à n'importe quel lieu, bah je connais pas d'autres jeux où tu le fais de manière aussi naturelle, quoi. Ce qui fait que je me dis, est-ce que dans d'autres jeux ensuite, dans d'autres jeux de plateforme 3D, je vais parfois me rappeler, ah oui non c'est vrai, dans ce jeu-là on peut pas creuser, on peut pas arriver à ses fins aussi facilement que dans Donkey Kong. Ça me faisait un peu ça sur des open world. Ensuite quand j'étais en haut d'une montagne, j'étais, ah oui c'est vrai, dans ce jeu on peut pas se jeter avec un paravoile pour aller planer loin comme ça. Et les jeux Nintendo qui sont bien designés dans ce genre-là, et bah ils me procurent ce genre de sentiment de ah ouais, tu me fais découvrir des mécaniques et des réflexions que j'avais jamais eues dans d'autres jeux. Donc Donkey Kong Bonanza, j'ai bien aimé. Donc actuellement pour moi Donkey Kong Bonanza c'est le jeu le plus intéressant qu'on peut faire sur Switch 2 en attendant que Mario Kart World se sorte un petit peu les doigts avec des mises à jour et du contenu en plus. En parlant de ça, un autre jeu que j'ai pris sur la Switch 2, mais en dématérialisé parce qu'il n'est pas en physique, c'est Fast Fusion, et lui il a eu des mises à jour, un peu comme Fast RMX à son époque sur la Switch 1, qui apportait gratuitement, sans avoir à payer de DLC, régulièrement des nouvelles coupes avec des circuits en plus. Bon, c'est cool qu'il garde un petit peu cette logique sur Fast Fusion, parce qu'il est sorti avec pas énormément de contenu, donc c'est bien qu'ils agrémentent ça, et ça donne un petit peu des prétextes pour relancer le jeu. Je trouve ça un peu malin. Ils ont sorti aussi une mise à jour pour changer le mode graphique. Il y a plein de modes graphiques sur ce jeu, et certains ont peut-être constaté que c'est un peu baveux dans la HD. Un peu... il y a des textures un peu moches en fait. Le jeu est fluide, rapide, mais il y a un rendu que finalement j'ai retrouvé dans d'autres jeux Switch 2, et il me semble que c'est le système d'upscaling par IA là, qu'il y a sur la Switch 2, dont Nintendo se vantait dans sa présentation. Et pourtant, eux ne l'utilisent pas, j'ai l'impression, pour les jeux first party Nintendo. Et là, tu vois vraiment la différence entre Mario Kart World, Welcome Tour et Donkey Kong Bonanza, qui ont un rendu assez lisse, propre, qui me rappelle un petit peu le look de certains jeux Switch 1, mais avec une bien meilleure résolution. Et à côté de ça, tu joues à des jeux comme Fast Fusion, comme Wild Heart, dont j'ai testé la démo, ou comme Street Fighter 6, et il y a déjà un style Switch 2 qui se dessine, je trouve, dans certaines textures qui sont pas genre basse résolution, mais qui font un peu fouillis. J'ai un peu encore du mal à trouver un adjectif qui qualifierait vraiment ce ressenti quand je vois. T'as pas l'impression que c'est de la HD complètement.
Ouais, c'est un truc boosté par IA, et ça fait que c'est pas toujours très joli à regarder. Encore que sur Fast Fusion, ça va tellement vite que bon, tu calcules ça un petit peu moins. Et donc il y a une option qui permet de désactiver cet upscaling pour garder l'image un petit peu plus lisse. Mais c'est pas non plus beaucoup plus beau. Donc c'est peut-être quelque chose dont il faudra s'habituer. Là on est qu'au tout début de la vie de la console, à moins que ce système d'upscaling en intelligence artificielle s'améliore via des mises à jour. Je me dis on va peut-être se taper ce style un peu brouillon pendant plusieurs années. Mais heureusement Nintendo a pas l'air de trop abuser là-dessus. Donc je trouve que le côté coloré, chatoyant des licences Nintendo ne subissent pas cet upscaling jusqu'à maintenant. Peut-être que le prochain Zelda y aura recours. J'ai mentionné Street 6, je l'ai pris finalement. Vu que ma manette avec une croix via une mise à jour était enfin compatible. Parce que Day One, elle n'était pas compatible avec la Switch 2. Mais là c'est bon. J'ai le dernier firmware, je peux jouer avec une croix, c'est sympa. D'ailleurs j'ai toujours les Joy-Con de base sur ma Switch 2. J'ai toujours pas acheté la manette Pro. Je préfère attendre encore un petit peu. Mais là par contre, tu vas pas jouer à ça avec les Joy-Con originels. Donc j'ai pris cette version parce que ça restait un bon deal par rapport à se prendre le jeu soit sur la PS4 ou sur la Xbox Series X. Mais je voudrais quand même dire un mot sur le système, les clés cartes de jeu. Alors je me souviens que dans un stream, quand tout le monde en faisait des caisses sur les Game Keycards, j'étais en mode il y a rien de nouveau. Il y a déjà ça sur PlayStation, il y a ça sur Xbox, il y a même ça sur certains jeux Switch 1. On parlait pas comme d'une nouveauté énorme. Et en fait, j'aimerais retirer ce que j'ai dit. Je me doutais pas de l'ampleur que ça prendrait. Là, encore une fois, on a eu des jeux d'éditeurs tiers annoncés dans le dernier Nintendo Direct. Je crois qu'il y a tout qui sort que en format Game Keycard parce que ça leur permet d'économiser un petit peu d'argent sur la production des cartouches. Donc ça dépend des serveurs pour choper les jeux. Moi, ça me va dans l'idée où tu peux quand même acheter des jeux d'occasion et récupérer ton jeu tant que les serveurs sont ouverts. J'espère juste que Nintendo va assurer le fonctionnement des serveurs pendant très longtemps, histoire que ces Game Keycards fonctionnent, quoi. On voit que il y a certaines vieilles consoles comme la Nintendo DS où, avec le temps, les cartouches s'usent si tu les mets pas régulièrement dans la console pour réinjecter un petit peu d'électricité dedans. Donc, la préservation des cartouches physiques, elle n'est pas naturelle juste parce qu'il y a le jeu dedans. Donc, peut-être que dans 20 ans... la plupart des jeux Nintendo DS seront illisibles. Et ce qui est sûr, c'est que les Game Keycards le seront si les serveurs sont fermés. Le problème, c'est que on peut pas juger maintenant tant que les serveurs sont ouverts, tu vois. On sait pas comment va évoluer Nintendo, leur situation financière, tout ça. Donc c'est normal d'être réticent. Mais par contre, là où ça me dérange le plus, c'est qu'il y a un code à usage unique à l'intérieur de cette version. Donc, ils te vendent ça comme Street Fighter 6 Year 1 et Year 2 édition pour avoir des personnages en plus. Et c'est ça, en fait, c'est que moi, je voulais jouer avec les personnages de Fatal Fury. Parce que je suis à fond dans ma période Neo Geo en ce moment. Donc, les univers SNK dans Street Fighter, ça me fait rêver. Donc, je voulais cette version-là qui revenait moins cher que si je prenais ça sur Xbox. Et t'as le jeu de base en format cartouche. Donc tu dois télécharger dans tous les cas le truc, et en plus, t'as un code à usage unique pour les personnages en DLC. T'es là, vas-y, donne tout sur la même cartouche. Donc je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça. Sachant que si t'achètes ton jeu d'occasion, du coup t'as plus le code, tu peux juste installer le jeu de base. Si tu veux l'upgrade sur l'eShop, et ça vaut même le même prix que le jeu neuf en fait. Je crois que c'est déjà plus de 40 balles pour avoir l'update, quoi. Donc bref, je pense que c'est une façon de niquer le marché de l'occasion. Capcom, ils en sont pas à leur coup d'essai à ce niveau-là. On se rappelle sur 3DS où tu pouvais pas supprimer ta sauvegarde sur Resident Evil Mercenaries. Je me demande si c'est un peu une façon de niquer le marché de l'occasion comme ça. Mais d'un autre côté, Street Fighter 6, c'est un jeu service qui évolue avec le temps. Donc ça semble logique que t'aies pas non plus tout le contenu final du jeu sur une seule cartouche.
C'est un jeu qui a besoin d'être connecté constamment pour jouer en ligne, pour avoir les différentes mises à jour, parce que t'as un hub très développé. Bon, en tout cas, ça restait quand même un bon deal de se le prendre sur la Switch 2. Donc là, j'y joue, et c'est, je pense, le jeu d'éditeur tiers, le portage, un des plus réussis qu'on a pour l'instant sur ce début de vie de la console. Et ça en dit long, c'est que je pouvais déjà jouer à ce jeu dans le passé, mais il a fallu que j'attende la version Switch 2 pour avoir une version rentable, qui tourne bien pour pas trop cher. Là, on est carrément, sur certains aspects, un peu au-dessus de la version Xbox Series S. Donc ça reste remarquable. Mais les pires boîtes ever que je vois parfois dans les magasins, c'est les codes in the box, mais avec une boîte. Je crois qu'il y a Split Fiction qui a ça, et il y en a d'autres aussi. T'es là, mais attends, le système des Game Key Cards, c'est justement pour économiser sur toutes les données qu'il y a dans la cartouche. Ça devrait être interdit, du coup, vu qu'il y a ce système, de pas y avoir recours, et à la place, alors que Split Fiction, c'est pas du tout un jeu service qui a tendance à évoluer, hein, il est fini comme jeu, bah de proposer un code à usage unique à l'intérieur de la boîte, parce qu'une fois que t'as utilisé le code, bah la boîte elle sert plus à rien, tu peux plus la revendre, c'est dans ton étagère, mais t'as même plus aucun intérêt à l'enlever de l'étagère, parce que c'est pas pour aller y chercher une cartouche, le jeu il est déjà lié à ton compte. Donc je trouve que c'est un gâchis de production de plastique, de gestion de stock, c'est de la pollution pour rien, juste pour avoir le droit de s'afficher dans les rayons à côté des autres jeux en mode vous avez vu, on est un vrai jeu vidéo nous aussi, puisqu'on est achetable à Carrefour. Et je pense qu'en fait on devrait leur interdire le privilège d'apparaître au milieu des autres jeux qui, eux, ont au moins fait un petit peu l'effort d'être sur une Game Key Card. Les jeux sur code à usage unique, ça aurait été le seul avantage, je pense, des Game Key Cards, c'est de dire, bon bah au moins vous n'avez pas les codes à usage unique. Or là, pas du tout. Donc si on récapitule, ça me fait actuellement 3 jeux physiques sur ma Switch 2. La collection se remplit petit à petit. Pas trop de visibilité sur ce qui va arriver pour l'instant à la fin de l'année. J'aime beaucoup le mode Switch souris là. Je pense que, bon, dans Donkey Kong Bonanza c'est pas vraiment très exploité, mais il y avait des utilisations intéressantes dans le Welcome Tour. On voit là qu'il y a Mario Paint qui arrive sur le Nintendo Classics. Je pense que c'est le gimmick principal de la Switch 2, et j'ai trop envie maintenant de jouer à Metroid Prime 4, alors qu'à la base je m'en fichais un petit peu, je suis pas un gros fan de Metroid, mais rien que pour ça, et parce qu'il utilise le mode 120 Hz, je me dis bah c'est peut-être, pour une sortie même cross-gen, un des plus beaux représentants de ce qu'on est capable de faire sur une Switch 2. Je me dis en plus avec les vibrations qu'ils ont l'air maintenant de bien maîtriser, qui ont autrement plus de nuances que sur la Switch 1, c'est devenu un jeu que maintenant j'attends vraiment, parce que pour en revenir aussi aux 120 Hz, je pense pour un FPS c'est assez chouette d'avoir cette fluidité accompagnée du mouvement de la souris. Mais des jeux qui utilisent vraiment la souris aujourd'hui, il y en a peu, mais les jeux qui utilisent le 120 Hz, mais j'en vois pas. Nintendo a fait la promotion de son écran 120 Hz. Là, je sais pas s'il y a quelques exemples sur l'eShop de trucs à la con à 2€, mais actuellement, il n'y a pas de jeu qui utilise ce mode 120 Hz. Que ça soit les jeux Nintendo, ou Fast Fusion, ou Street Fighter 6 apparaît en mode 120 Hz sur ta console, enfin sur ta télé. Ça spécifie 120 Hz, mais je pense que c'est pour réduire un peu l'input lag, mais par contre le jeu tourne à 60 hein, dans les phases de combat, parce que sinon dans le mode solo, on est en dessous, on est plutôt à 30. Donc ouais, actuellement il n'y a pas de jeu 120 FPS, alors qu'ils en ont fait la promotion. Et il me semble que le seul gros jeu first party là, qui va l'inclure, c'est Metroid Prime 4. C'est bizarre que même au lancement des PS5 et Series, t'avais déjà plusieurs jeux pour tester ça. Et pour tester le mode souris, il y a Drag Drive là, Drag Race, je sais pas quoi, pour jouer avec les fauteuils roulants. Ça, je trouve ça malin. C'est encore du Nintendo. Le jeu m'attire pas du tout, hein. Mais je pense qu'en fait, c'est plus un jeu vitrine qui sert de vitrine limite dans ses trailers. C'est pour montrer que le mode souris, ça se résume pas forcément à bouger un curseur comme une souris.
Et là où c'est pas mal, c'est que ça ouvre le champ des possibles. Oui, tu peux en fait jouer avec 2 souris, et en fonction des mouvements que tu fais, et bah, il peut se passer d'autres choses. C'est une belle variation du motion gaming, où là, tu as un contact plus physique, puisque tu as un frottement avec la surface, contrairement à une Wiimote dans le vent, dans les airs, quoi. Donc, je trouve que leur jeu de basket, il est, d'un point de vue communication, très pertinent pour illustrer que le mode souris a du sens, pour donner des idées un peu aux développeurs. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le vendent pas cher et qu'ils font pas trop d'efforts sur le contenu, le look du jeu qui donne pas du tout envie. Pour moi, l'objectif de ce jeu, c'est plus d'en faire la promotion des fonctionnalités de la Switch 2 via des trailers. Et je pense qu'ils se font pas trop d'illusions sur le fait que ça va vraiment se vendre beaucoup. Je pense qu'ils ont peut-être limite appris un petit peu des leçons de ARMS. Ça valait peut-être pas le coup d'en faire autant des caisses sur le système de points, sur tous les personnages, parce que ARMS c'était un jeu assez joli quand même. Hein. Là ils se sont dit bon, on veut juste montrer la mécanique, on va pas trop s'emmerder avec tout le reste. Mais à part ça, on sait qu'il y a le Kirby Air Riders et on sait qu'on sait rien sur ce jeu pour l'instant. J'ai vraiment hâte qu'on ait un vrai Nintendo Direct avec des exclus Nintendo, parce que c'est ça que j'attends le plus sur cette console. Habituellement, je suis pas dans la rhétorique de les exclus, c'est le truc le plus important. Si vous avez vu mes vidéos sur la PS5 et la Xbox Series X, moi je suis d'avis que les exclus c'est quelque chose que certaines personnes revendiquent dans les commentaires en mode c'est ça qui va faire jouer la balance. Moi j'y crois pas. Je pense que Xbox et PlayStation nous l'ont prouvé. C'est jamais le camp qui a eu le plus d'exclus qui a réussi. C'est surtout une histoire d'image de marque. La PS4 s'est bien vendue dès le départ parce que l'image de Xbox était vachement entachée avec le lancement de la Xbox One, de Kinect et de son prix, tout ça. Alors que la Xbox avait beaucoup plus d'exclus à ce moment-là que sur PS4. Elle s'est vendue la PS4 juste grâce au fait que les gens avaient envie de chier sur Xbox. Et donc, désolé je bug, je vois un avion passer assez près. Il est un peu tordu comme ça. Bon, je vais pas vous le filmer. Non, ça va, il a pas l'air de se cracher. Je peux continuer ma vidéo. Donc ouais, la Switch 2 par contre, c'est pas tant des exclusivités qui font qu'elle donne envie, c'est plutôt le savoir-faire Nintendo. Parce que les exclusivités, quand ça se résume à j'ai des exclus parce que j'ai négocié un deal avec une entreprise pour pas qu'ils sortent chez la concurrence, c'est pas la même chose que de dire j'aime les exclus Nintendo parce qu'en fait ça fait des décennies qu'ils ont une conception du game design qui est différente de celle des autres et en fait tu achètes ce savoir-faire et cette façon de concevoir du jeu vidéo qui se différencie des autres acteurs sur le marché. Et actuellement je vois que ça comme raison d'acheter une Switch 2. C'est des jeux que tu pourras pas faire ailleurs parce qu'ils sont conçus avec la philosophie de Nintendo. Parce que tout ce qui est jeu multi-support, moi j'ai une Series X, je peux déjà jouer à tout dans de meilleures conditions. Il n'y a que Street Fighter 6 où effectivement j'ai fait l'exception parce que ça revenait moins cher. Mais pour tout le reste, Cyberpunk, Elden Ring et tout, qu'est-ce que je vais acheter ça sur une Switch 2 ? En fait, c'est une console qui vaut aussi cher que les machines next-gen, on va dire. Ça vaut dans les 400-500 euros. Mais tu payes de la technologie subie, en quelque sorte. C'est que moi, cette taille gigantesque, là je vous la montre, mais j'y joue jamais en mode portable. J'aime pas jouer à ça en mode portable. Pour tous mes jeux Switch 1, je préfère sortir la Switch Lite, c'est bien plus agréable. Ça, j'y joue que sur le dock. Et donc, là où certains imaginent une Switch 2 Lite, moi j'aurais aimé une Switch 2 Fat, où c'est juste la console pas en mode portable pour économiser, je sais pas, 200 balles sur le prix de vente. C'est l'équivalent à peu près d'une Series S. La Series S est sortie à 300 euros, il y a eu plein de promos où tu pouvais l'avoir à 220 balles. On peut imaginer un monde où la Switch 2 c'est juste une console de salon à 300 balles, et ça serait déjà plus abordable que les bundles à 450-500 quoi. Donc je trouve que ça reste une machine assez chère pour l'usage que moi j'en fais, et parce que je subis une technologie de Switch, portabilité, salon, que moi je n'exploite pas. Mais je suis prêt à payer cette somme parce que
je joue à des jeux dont j'ai jamais vu des équivalents en termes de platformer 3D chez la concurrence, là, comme Donkey Kong Bonanza. Tout ça pour dire qu'elle a des atouts. Vu la situation économique, c'est pas impossible que le prix ne baisse pas ou qu'il monte. Je l'ai eu à un bon prix en la précommandant, donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Mais par rapport à moi, à mon usage, je trouve ça pas... Je trouvais pas le côté magique de Nintendo jusqu'à ce que je lance Donkey Kong Bonanza. Donc c'est aussi pour ça que je faisais cette vidéo, pour vous dire qu'en fait maintenant je suis content. Il m'a apporté ma petite dose de magie Nintendo que j'ai pas eu sur Mario Kart World. Et j'espère que j'aurai pas à attendre trop longtemps, trop de mois pour avoir ma deuxième petite claque sur la Switch 2. Peut-être sur Metroid Prime 4. On verra. Vous, c'est quoi le jeu Switch 2 que vous attendez le plus ?